www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors. Nous sommes le lundi 27 avril. Bonjour Elisabeth de Mérode, bonjour Eni, bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, vous allez évidemment vous présenter un petit peu plus loin que ce que je viens de dire là, mais j'aurais envie de commencer un petit peu comme ça, un petit peu à l'envers, en demandant immédiatement à Elisabeth de Mérode si tu es quelque part une personne, une entité hybride, flûtiste, performeuse, chanteuse, conteuse. Y a-t-il des qualificatifs qui pour toi sont plus pertinents que d'autres, ou est-ce que c'est un petit peu de tout ça qui te compose? Alors oui, il y a un petit côté hybride chez moi, ça c'est sûr. Après, j'aime penser que tout ça vient d'un même centre qui a été d'abord développé par la flûte traversière, parce que je suis tout d'abord musicienne classique, tout simplement, qui a étudié au conservatoire, à la haute école, etc. Et en étudiant ça, on étudie le souffle, la voix, quelque part aussi parce que par la voix on s'exprime, on étudie la posture, donc comment est-ce qu'on est sur scène, donc on va un tout petit peu toucher peut-être au théâtre, et tout ce mélange-là m'a amené à vouloir étudier le théâtre musical, et c'est pour ça que je suis venue en Suisse d'abord. Je suis arrivée à Berne en faisant cette étude. Ouais, c'est un master en fait en théâtre musical à Berne. Et là, j'ai été encore un tout petit peu plus loin parce que du coup, il y avait une étude des textes, une étude avec des compositeurs qui travaillaient sur le texte, avec des musiciens qui n'étaient pas forcément conteurs ou acteurs ou quoi que ce soit, mais qui simplement mettaient en scène un tout petit peu les musiciens pour qu'ils puissent aussi parler de façon musicale, si on veut. Et c'est là où j'ai commencé un tout petit peu à explorer la frontière entre le texte, le souffle, la voix, la flûte. D'accord, on reviendra là-dessus parce que comme on l'a dit, nous allons opérer en 3 temps. Le premier temps, ce sera vraiment sur toi, ta personne, il sera centré sur ton parcours. Tu vas nous en dire un petit peu plus, même si par ailleurs tu as déjà commencé. On peut d'ores et déjà dire que tu es belge au départ et que tu es genevoise d'une certaine manière d'adoption. Oui, tout à fait. Oui. Alors ça fait bientôt 3 ans que je suis là, oui, tout à fait. Alors on reviendra là-dessus. Avant cela, Eni, voudrais-tu dire aussi quelques mots de toi? Qui es-tu? Alors moi, je suis animateur à la maison de quartier des Paquis depuis 15 ans. J'ai travaillé au secteur enfants, préado, ado. Maintenant, depuis l'hiver 2016, je suis dans le secteur tout public en m'occupant de la programmation et une partie des accueils, des spectacles de la Traverse. Donc la Traverse qui est la salle de spectacle de la maison de quartier des Paquis. Qui est actuellement... Voilà, puis sinon... Voilà, donc la programmation de la Traverse délocalisée à la salle du Môle. Voilà, absolument. Très bien. Et la salle du Môle se trouve à proximité. À proximité, donc à la rue du Môle. Alors, qui est-ce qui a fait que est survenue cette rencontre avec Elisabeth de Mérode? Comment est-ce que tu es allé chercher cet artiste-là? Est-ce notamment le fait de cette transversalité, on l'a dit, entre théâtre musical, conte musical également? Est-ce ça qui t'a séduit d'une certaine manière? Alors, je ferai une remarque au préalable. C'est dans le fonctionnement de la salle de spectacle. Je pense qu'on se distingue des espaces traditionnels, disons plus officiels, qui réellement ont une démarche de programmation, à savoir nous, on est plus un espace d'accueil. Et dans ce sens-là, ce sont des offres d'artistes qui nous sont envoyées et que nous examinons. Je dirais, dans ce sens-là, je suis pas programmateur. Je suis je reste un travailleur social pour la maison de quartier, pour le quartier des Paquis, et j'ai à répondre à ces offres. Et dans la mesure du possible, évidemment, j'y réponds volontiers en les accueillant si le projet est intéressant. C'est quand même bien assez rare qu'on ait des offres de choses qui nous paraissent pas de qualité ou pas intéressantes. En revanche, évidemment, il faut que l'espace soit disponible parce que notre salle ne peut pas être ouverte tous les jours de l'année. On n'a pas les forces. Et puis, donc, dans ce sens-là,
j'ai pas fait de recherche pour accueillir un spectacle de conte à la fois musical, à la fois féerique. Enfin, c'est Elisabeth donc qui a fait la démarche pour proposer ce spectacle. Et puis oui, j'ai trouvé l'offre assez originale, c'est-à-dire que par la flûte. Et puis donc j'avais un petit peu regardé, donc sans connaître Elisabeth, j'avais regardé à travers son dossier, j'ai pu observer, disons, que son parcours de musique classique amenait une touche nouvelle dans le type d'artiste qu'on allait accueillir, parce que c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Dans les artistes classiques, ils vont probablement dans des endroits plus officiels ou plus prestigieux, et dans l'idée d'avoir une programmation assez variée, assez éclectique, c'était une nouvelle porte d'entrée. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant de répondre et de prendre contact donc avec Elisabeth pour essayer de voir si c'était possible, et ça a été possible de pouvoir la programmer pour cette semaine, et donc là maintenant reporté au mois de septembre, mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà comment se passe, si tu veux, la programmation. C'est que nous répondons, et puis c'est vrai que bon, c'est parfois un peu dommage de se dire que on ne se déplace pas, on va pas voir des festivals, etc. Mais c'est pas la démarche. Et puis c'est pas plus mal non plus, parce que ça permet à des artistes des fois assez indépendants qui n'ont pas, par exemple, la possibilité de se proposer à Avignon ou je sais pas quel grand festival, et aller nous faire achat dans un catalogue comme ça à ciel ouvert de spectacles professionnels et autres. On reste à l'écoute des demandes qui peuvent être aussi des demandes tout à fait locales. On a par exemple des étudiants au collège qui ont un travail de maths, ou bien une petite association de danse qui aurait besoin juste d'une soirée pour faire un showcase ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle j'ai répondu et j'ai été intéressé. C'était déjà l'horizon classique qui a jalonné le parcours d'Elisabeth. Voilà, je trouvais ça une chouette opportunité. Mais c'est par ailleurs une vertu, cette posture, que de laisser les personnes venir à vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement ce filtre qui fait que la programmatrice ou le programmateur doit repérer quelque chose. Là, c'est vraiment, comme tu l'as dit, des entités totalement locales qui peuvent à tout moment vous démarcher, vous solliciter, et puis profiter d'une salle comme la salle du Maule, qui est quand même pas anodine. Je veux dire, c'est quand même un bel espace. Alors, comment est-ce que les personnes peuvent vous solliciter? Par mail? Elles peuvent tout simplement aller sur le site de la maison de quartier ou de la Traverse, et puis vous faire un message en disant voilà, moi je suis une association, une artiste ou une personne qui souhaiterait faire quelque chose dans cette salle. Tout simplement, on trouve notre adresse sur notre site, d'envoyer un mail, et puis d'envoyer un dossier. Enfin, il y a déjà une première demande. Des fois, les artistes mettent pas le dossier tout de suite en lien. Il y a aussi souvent des artistes qui mettent simplement un lien YouTube. Et puis simplement par ce biais-là, on peut évidemment me contacter. Très bien. Le site internet, c'est www.mqpaki.ch. Très bien. Je te remercie beaucoup, Henny. Alors, Elisabeth. Elisabeth, dis-moi, tu es flûtiste, on l'a dit. Est-ce que c'est ça qui fonde le reste de ton intérêt artistique ensuite? Est-ce que tu as commencé par la flûte? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu as été approché, ou comment toi-même as-tu approché la flûte? Dans quel sens est-ce allé? D'abord de façon très très classique. Je veux dire, j'ai vraiment appris l'artisanat de la flûte, si on veut, et puis ça m'a amené à adorer ça, et puis de me présenter encore toujours dans le parcours très classique, donc à la Haute École à Bruxelles, donc ça s'appelle le Conservatoire Royal. Et ça m'a amené à un Erasmus à Vienne, et puis à Vienne j'ai rencontré des gens qui me parlaient de justement cette filière à Berne qui est toute particulière, où on cherchait un peu des liens entre théâtre et musique, et c'est quelque chose qui m'intriguait. C'est comme ça que je suis arrivée en Suisse, et puis c'est là où j'ai commencé un tout petit peu à me passionner pour ça. Après, on parlait de théâtre musical, mais ça c'est une avant-garde des années 70, 80, comme ça, c'est assez vieillot maintenant. Mais par contre, ce que moi je trouve quand même toujours intéressant, c'est voilà, comment est-ce que on crée des liens entre les différentes disciplines. Et moi, évidemment, en tant que musicienne, je vais toujours essayer de rester dans mon centre musical, et puis essayer de voir comment je peux un peu sortir et agrandir le cercle, si on veut. Oui,
c'est vrai que ce projet, l'Océan des petites cuillères, c'est un projet très personnel et quelque part, moi, je le vois aussi comme une façon de sortir justement de ce centre parce que c'est basé sur mon autobiographie. Donc, c'est basé sur des faits réels qui me sont propres. Et du coup, quelque part, je trouve que ça donne une légitimité au fait que je sors de mon centre, justement, que je vais un peu voir du côté du conte, ce qui était nouveau pour ce projet-là. Et j'ai simplement passé commande, au fait, à Dunalou, qui a un style très imagé, comme ça, que je trouvais très, très beau et que j'avais envie d'utiliser pour transformer mon autobiographie, au fait, d'en faire quelque chose de très coloré et un peu peut-être éloigné justement de mes faits réels et d'aller dans ce monde du conte, mais un tout petit peu déjanté, un peu qui part un peu en vrille comme ça. C'est comme ça qu'est né le projet, au fait, parce que déjà j'ai cet intérêt de base de vouloir aller dans d'autres domaines et puis comme ça part de moi et mon histoire, si on veut, je suis allée chercher justement à partir de mon histoire pour aller dans quelque chose d'artistique, on peut dire totalitaire, c'est pas forcément le très bon mot, mais d'aller ajouter plusieurs ingrédients en fait à un spectacle qui va partir de ça. Voilà. Très bien. Oui. Comment ça se passe? Enfin, comment ça devait se passer? Parce qu'on le rappelle, nous sommes là d'ores et déjà dans la rubrique les spectacles que vous ne pourrez pas voir. Enfin, en l'occurrence, c'est un petit peu spécial parce qu'il ne s'agit que d'un report. Donc, on va peut-être préciser les choses. Le spectacle devait avoir lieu le 28 avril, demain. Oui. Il est donc évidemment annulé pour des questions de crise Covid-19. Il n'est pas annulé définitivement, il est simplement reporté. Heureusement. Ouais, absolument. Et alors, est-ce que c'est toi ou Annie, voulez-vous nous donner les nouvelles dates, ainsi que voilà le moment où on peut acheter les places, tout ça? Alors, volontiers. Donc, comme tu le disais, on avait normalement une première ce soir et ça jouait jusqu'au 2 mai, donc samedi 2 mai. On peut le reporter du mardi. Sauf erreur, c'est parce que j'ai plus mon agenda, mais c'est le 15 septembre, du 15 au 20. Oui, c'est du mardi au dimanche. Merci Elisabeth. Donc, du 15 au 20 septembre. Et puis ce report est possible. Est possible aussi, j'ai envie de dire, en raison du Covid, parce que les travaux de rénovation de Pâquis Centre étant bloqués, la livraison de la MQP va pas pouvoir se faire comme c'était prévu. Donc en septembre, nous n'aurons pas la MQP. On va donc rester à la salle du Môle. On avait prévu de faire un déménagement de la salle du Môle à la MQP en septembre. Ce déménagement n'étant plus possible, nous ne ferons pas donc de déménagement et l'espace qui reste, eh bien, nous pouvons l'utiliser pour reporter le spectacle d'Elisabeth. D'accord, et toutes ces infos se trouveront bien entendu sur www.mqpaki.ch. Voilà. Les tickets sont en vente sur place ou on peut les acheter en prélocation? Comment ça se passe? Il y a des réservations, c'est une très bonne question, merci de la poser. Donc sur notre site, nous avons un onglet Traverse que les personnes peuvent cliquer. Là-dessus, elles vont avoir la liste des spectacles en cours. Et puis, il y a moyen de réserver sa place. Alors, on n'achète pas sa place via le site. Par contre, on réserve sa place et on paye à l'entrée. Donc, nous utilisons la plateforme WizEvent. Donc, en étant sur notre site, quand vous réservez votre place, vous êtes renvoyé sur le site de WizEvent. Et puis là, vous faites la réservation et vous avez automatiquement la réponse à votre réservation pour savoir si vous aurez une place ou si c'est complet. Puis du coup, si c'est complet pour le soir qui est demandé, vous pouvez essayer un autre soir, etc. Donc ça fonctionne très bien, ça permet aux personnes d'avoir une réponse dans la minute. Et c'est tout à fait pratique et agréable pour tout le monde. Alors, j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu en arrière pour parler du rapport que tu entretiens avec ton instrument. La flûte traversière, c'est un instrument particulier tout de même. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es découverte flûtiste à un moment donné? Quel est cet univers musical qui t'a entraîné, qui t'a fasciné, parce que la flûte traversière, ça peut toucher évidemment, on pense à de la musique classique, mais pas que. On peut passer par des moments de jazz, on peut penser à des moments de rock. Jethro Tull est mythique, est un flûtiste mythique par exemple. Alors voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé et que tu as continué sur la voie de la flûte? Bon, ce que j'adore chez la flûte, c'est justement ce que tu viens de décrire en fait. C'est vrai que elle a un aspect très
multi-styles comme ça. Et moi, j'ai adoré jouer de la musique contemporaine qui va justement jouer avec des effets de son, oui, je sais pas comment expliquer ça de façon claire, mais en fait, la flûte, elle a quand même beaucoup d'effets et de techniques contemporaines qui ont été développées, inspirées de musique traditionnelle de l'Orient ou africaine ou sud-américaine. Je trouve que c'est très riche et j'adore travailler sur le son, en fait. J'adore, oui, faire des couleurs avec ça. Oui. Et dis-moi, lorsque l'on, comme toi, exerce la flûte traversière, est-ce que l'on aime également toucher un petit peu tous les autres types de flûtes? Alors on le rappelle, la flûte est un bois. Alors ça pourrait paraître étonnant parce qu'effectivement une flûte traversière, a priori, c'est en métal, mais c'est un instrument. Donc la famille fait partie des instruments de musique à vent, mais c'est en bois. Oui, tout à fait. Parce qu'à la base, évidemment, c'était en bois. La flûte baroque, par exemple, c'était encore en bois. C'est le traverso, ça s'appelle. Historiquement, en fait, c'est un instrument qui était en bois. Et c'est dans la révolution industrielle, au fait, que ça a été changé. La musique qui changeait, le son devait devenir de plus en plus large, plus grand, parce qu'il y avait de plus en plus de grandes salles qui étaient remplies. La musique se démocratisait, au fait, au 19e siècle. Et donc, du coup, tous les instruments ont changé quelque part en fabrication pour créer ce son plus large, etc. Et la flûte, qui, en tant que traverso, avait un son très, on peut quand même dire assez étouffé, a été recréé en métal où, du coup, on pouvait faire des trous plus larges, en fait, pour avoir un son plus large, etc. Après, ça pourrait nous éloigner dans des sujets un peu trop... Oui, c'était pas le sujet ici, mais c'est vrai que cet instrument en métal a été créé donc moitié 19e siècle, et des gens comme Claude Debussy ont adoré cet instrument-là parce que tout d'un coup en métal ça créait des différences de couleurs beaucoup plus différentes qu'avec le traverso. Il gardait quand même un type de son propre à lui-même, mais la flûte traversière en métal, tout d'un coup il y avait tout un panel de couleurs qui était possible. Claude Debussy a adoré ça dans l'instrument. Oui. Et grâce à lui, tout d'un coup, tous les compositeurs après, donc au fait, le début de la musique moderne a été imprégné par la flûte, mais du coup, tous les compositeurs hyper intéressants et importants sont quand même dit, intéressant cette flûte, on va écrire des choses pour elle. Du coup, il y a tout un répertoire qui est hyper riche, au fait, au 20e et toujours maintenant. Et toi-même, d'ailleurs, as-tu... alors j'ai une question un petit peu en deux volets. As-tu des figures tutélaires comme ça qui t'accompagnent tout au long de ta carrière de musicienne, de flûtiste? Alors tu as parlé de Debussy. Il pourrait y avoir d'autres noms comme ça qui sont prégnants pour toi. Et le deuxième volet, c'est lorsque l'on pratique la flûte traversière, est-ce que l'on aime par ailleurs aller également vers les flûtes à bec, vers la flûte de Pan, avec là également d'autres figures tutélaires, une musique, comme tu l'as dit, de différentes couleurs, avec également tout le pan de musique traditionnelle. On pense bien entendu à l'Amérique latine, mais également à l'Asie, au Proche et au Moyen-Orient, qui ont là aussi des flûtes particulières. Voilà. Lorsque l'on fait de la flûte traversière, est-ce qu'on est tout de même habité par cette immense variété? Inconsciemment, je pense que oui. Je pense que même quand j'enseigne aussi la flûte et quand je vois les élèves et quand je me rappelle de comment moi je jouais à l'époque, on est souvent dans quelque chose de très naturel quand il s'agit justement de mélodies un peu méditatives ou asiatiques ou un petit peu exotique si on veut, orientale. Il y a quelque chose de très naturel de jouer ça à la flûte et du coup ça nous emmène en voyage comme ça. Oui, c'est très agréable et très juste de jouer ce genre de mélodie ou ce genre d'univers avec la flûte. Donc oui, inconsciemment, je crois qu'il y a quelque chose qui nous amène là-bas, oui. Ouais. Une autre chose qui est fondamentale, et ça va nous permettre de faire la transition avec l'océan à la petite cuillère, j'imagine que ce qui est fondamental, c'est le souffle, ce qui permet évidemment de pratiquer la flûte, mais également parce qu'il y a des moments de chant, notamment dans toutes les choses que tu fais, il y a des moments où tu chantes, il y a des moments où tu scandes, donc j'imagine qu'une tension, une importance qu'en tout cas une attention particulière est consacrée au souffle. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça, c'est clair que tout ça est relié par le souffle. Et le souffle, ça vient du corps. Donc, il y a un corps qui est là sur scène et puis ça respire et puis
Du coup, ça peut parler, ça peut chanter, ça peut souffler dans un tube. Donc du coup, oui, c'est clair que c'est le souffle qui va relier tout ça et qui va aussi exprimer des émotions. Oui, c'est aussi ça que j'aime en fait. Donc il y a Et également qui me fait du bien. Oui. Et donc il y a également une posture corporelle qui également pour toi a trait au théâtre d'une certaine manière, ou en tout cas qui peut l'accompagner. Cela, le souffle implique également une posture corporelle, et peut-être pour toi cela a fait l'analogie avec le théâtre, le fait d'avoir eh bien un déplacement, un corps qui est en mouvement et qui joue d'un instrument et qui est également, quand je dis instrument, eh bien c'est la flûte, mais ça peut être également la voix. Donc pour toi c'était quelque chose qui allait de pair. Oui, oui, tout à fait. Bon, après, j'ai beaucoup cherché, travaillé quand je faisais de la flûte plus classique aussi. D'ailleurs, toujours maintenant, j'en fais toujours. Il y a une chose que j'ai faite, c'est que je suis allée en Allemagne aussi travailler justement sur le corps avec une méthode qui s'appelle la dyspokinésie. C'est au fait qui vise à rendre le musicien disposé. Donc en disposition, disponible au fait à ce qui se passe et au souffle, disponible à s'exprimer. Et ça part vraiment du corps. Ça travaille sur l'évolution en fait de l'humain, même avec les réflexes tout à fait automatiques qu'on peut avoir comme enfant, et de retrouver au fait ce côté-là très naturel finalement, que quand on grandit, on est debout, on apprend à être debout, à marcher, et avec ça, il y a des réflexes qui sont activés qui nous rendent qui nous donne la possibilité de s'exprimer vers l'extérieur. Et cette expression se fait par le souffle et à travers l'instrument, à travers la voix. Et tout ça, c'est relié par ce corps qui est au fait debout et qui rentre dans l'espace face à un public, du coup, ou face à un interlocuteur. Du coup, ce corps disposé, il va peut-être être plus prêt à faire ces choses-là. Bon, après, je vais pas dire c'est certainement pas pareil, parce que j'ai pas étudié le théâtre, j'ai pas, le chant j'ai quand même pas mal étudié, mais le théâtre j'ai fait quelques cours, mais je l'ai plutôt approché comme musicienne en fait, et avec ce corps en disposition, si on veut. www.elisabethdomerode.com, ça c'est le site internet. Alors en 2017, eh bien tu fondes la compagnie BIS, BIS avec deux points d'exclamation, qui mettent en valeur la création et qui veut susciter l'interaction entre diverses formes d'art vivant et contemporain pour produire des concerts ou des spectacles musicaux. C'est comme ça que c'est indiqué sur le site. C'est en 2017 et cette compagnie BIS, c'est ça qui va te mener au spectacle actuel. Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'ai commencé avec un spectacle Redwoods, mais tout ça c'est aussi une suite d'autres. En fait, j'ai co-dirigé des projets avec Binoculaire avant, qui était aussi une compagnie basée à Bienne, fondée par Manon Pierrembert. Et après, en fait, ça m'a donné goût à créer des projets et à faire ses propres projets au fait. Et donc depuis ce moment-là, arrivant à Genève, j'ai voulu fonder ma propre compagnie et puis faire mes propres projets. Ouais. Et alors pourquoi ce nom-là, BIS avec 2 points d'exclamation? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur scène, on ne veut plus la quitter? C'est pas mal ça comme interprétation. En fait, ça vient de bisbigliando. Bisbigliando qui est en italien en chuchotant. Et à la base, j'ai voulu, en fait, ce qui me correspond assez bien, j'ai l'impression, justement à partir de ce souffle, c'est de chuchoter une expression et de créer des formes de scéniques intimes. J'aime bien en fait mettre sur place des projets où il y a quelque chose, d'intimiste, c'est-à-dire dans des petites salles ou bien dans des lieux où on va rencontrer des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter de la musique classique. Comme je sais pas moi, je fais des projets dans des musées ou dans des salles d'exposition ou d'autres scènes comme ça, peut-être un tout petit peu à part. Justement, comme disait Amy, il y a les musiciens classiques qui vont dans les grandes salles de concert, qui ont toute une carrière de soliste comme ça. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand même aller dans des lieux où tout d'un coup, on va pouvoir jouer pour des gens qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude. J'adore ça, en fait, d'essayer de trouver un lien aussi avec des personnes dans la société qui ont peut-être moins l'habitude. Très bien. En tout cas, ouais. On salue la démarche. Mais au fait, je crois que c'est simplement parce que j'ai travaillé au musée des instruments de musique à Bruxelles
en tant qu'animatrice juste après mes études à Bruxelles. Et là, je m'occupais de groupes d'enfants qui venaient de tous âges comme ça. Et en fait, j'adorerais quand j'avais un groupe, par exemple, d'enfants où on voyait très clairement qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre de la musique classique, qui faisaient un peu au début ça va pas, c'est complètement ennuyeux ce que vous racontez. Et après 5 minutes, tout d'un coup, il y avait leurs yeux qui s'ouvraient comme ça et qui devenaient hyper pétillants. Et je trouvais ça tellement gratifiant en fait de partager ce monde-là avec ces gens-là que je crois que j'ai toujours voulu continuer ça quelque part. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations-là concernant la compagnie BIS. J'aurais voulu te questionner encore une petite question, une petite dernière question avant que l'on ne passe vraiment au spectacle, au conte en soi. Genève, alors, est-ce pour toi, Genève, une étape? Est-ce pour toi un lieu d'arrivée? Et qu'est-ce qui t'a mené finalement ici à Genève? Obligé. Genève, au fait, je vais dire que c'est plutôt un lieu d'arrivée. En tout cas, bien pour l'instant, parce que, au fait, je suis arrivée en Suisse donc pour ces études à Berne, et ensuite j'ai fait plusieurs projets, donc avec plusieurs compagnies qui m'ont invitée à faire des projets ici en Suisse, donc plutôt à Berne avec la compagnie Klangbox, avec des gens qui m'invitaient aussi à Berlin et tout ça, et puis c'était je venais chaque fois ici, et puis tout d'un coup j'ai rencontré mon conjoint dans un de ces projets qui est à Genève, et puis au fait j'ai rejoint ce conjoint à Genève, et maintenant on est installé ici, et puis en plus c'est assez génial parce qu'à Genève il y a tellement de choses à faire culturelles que c'est une chance de pouvoir être là. En plus, il y a comme Annie disait aussi par rapport à la traverse, je trouve qu'à Genève, il y a quand même un peu il y a pas que ça, mais il y a aussi cette ouverture et ce cadre où on peut proposer des initiatives personnelles et on peut développer ces choses-là, et c'est un énorme cadeau. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces informations. Alors, passons au spectacle. Donc, l'océan à la petite cuillère. On l'a dit, la création d'un conte musical. Ça s'est fait en compagnie, en tandem, j'aurais envie de dire, mais tu vas nous préciser l'affaire, avec Douna Lou, donc qui est une jeune autrice locale, genevoise. En préalable, j'aurais voulu te poser une question. Y a-t-il là-dedans quelque chose qui a trait à l'impossible? Ramasser l'océan à la petite cuillère, l'analogie que l'on a envie de faire, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est le mythe de Sisyphe, c'est un travail que l'on recommence sans arrêt, mais qui n'arrive jamais à la fin. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça dans le titre, ou est-ce qu'on est complètement ailleurs? Oui, non, c'est exactement ça, en fait. C'est très bien vu. En fait, c'est à un moment donné où la narratrice, elle dit qu'elle a l'impression que son histoire est aussi vaste et lourde que l'océan, et elle pense à cette expression, entendue il y a longtemps, vider l'océan à la petite cuillère. Et ça lui paraît énorme. Donc, il y a ce côté... Oui, c'est ça, en fait. On a une histoire, chacun a son bagage, a ses boules à transporter, et puis... parfois, on peut avoir l'impression que c'est trop vaste, que c'est trop lourd, et c'est au fait ça qui va l'amener à passer à travers, à trouver du mouvement là-dedans. C'est peut-être un peu abstrait comment j'explique les choses, mais comment dire. Donc elle se rend compte qu'en fait, elle trouve ça quand même tout assez lourd, et elle en a un peu marre. Vider l'océan à la petite cuillère, donc il y a cette idée de tout d'un coup se dire oh là là, mais un peu c'est lourd ce qui nous arrive. Avec le Covid là, de voir que le côté lourd, difficile, et puis de se laisser envahir par ça, et tout d'un coup en fait d'arriver à un point où tout d'un coup ça bascule. C'est au fait c'est un peu cette bascule qu'on cherche dans ce conte, et elle se fait après cette prise de conscience justement que c'est comme vider l'océan à la petite pierre, qu'on essaie de faire quelque chose, mais peut-être c'est pas là où il y a la réponse, c'est peut-être dans autre chose. Et alors, c'est une forme de conte de fées. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, cette réalité lourde, eh bien, on peut s'en inspirer, mais on doit entrer dans une forme de résilience, d'une certaine manière, en tout cas pour l'alléger, pour la comprendre, ou en tout cas pour la supporter. On doit la rendre, on doit se l'approprier de manière imaginaire, en tout cas de mettre de l'imaginaire, de mettre de l'utopie là où la réalité, eh bien, des fois nous alourdit et nous touche trop dur. C'est un petit peu ça? Oui.
Oui, bah, le conte de fées, j'aimais bien ça. J'aime bien ce monde où il y a différents niveaux de compréhension, où on peut le comprendre de façon instinctive en tant qu'enfant, et puis en tant qu'adulte se laisser émerveiller par une sorte de poésie. Moi, j'aime beaucoup ce monde-là. Après, voilà, c'est une façon d'y toucher, au fait. J'ai demandé à Douna justement d'écrire ce texte sur base de mes récits. Et puis, oui, c'est une façon peut-être un tout petit peu de le voiler, tout en gardant son essence. Et oui, ça me plaisait. Après, oui, je crois que moi, en tant que Belge, j'ai aussi un titre de noblesse, et je trouve que c'est aussi un peu rigolo quelque part de jouer là-dessus, de se dire que voilà, qu'est-ce qui se passe avec une princesse? Est-ce que la vie est toute rose, toute belle? Et puis au fait, non. Bah, il se passe plein de choses, mais c'est comme pour tout le monde. On a chacun des choses à raconter. Mais Absolument. voilà. Et donc, alors, du coup, ouais, c'est une façon de jouer avec ça, au fait. Et alors, la retranscription de tes propos, est-ce que ça s'est fait à quatre mains? Est-ce qu'il y a eu plusieurs fois la navette? Est-ce que Douna Lou, donc la jeune autrice, a intériorisé et puis ensuite a pondu un texte que tu as reçu? Ou est-ce qu'il y a eu tout un processus pendant lequel vous vous êtes questionné l'une l'autre, vous êtes domestiqué d'une certaine manière, ou à l'inverse, ensauvagé l'une l'autre pour arriver au résultat final? Il y a eu 2 étapes importantes. La première, c'est que moi, je lui ai transmis plusieurs anecdotes, plusieurs petites bribes comme ça, et elle a retranscrit ça en conte déjà, d'abord dans des petites histoires comme ça imagées, et puis finalement un conte, une proposition. Et puis on s'est retrouvés à Malévo, où il y a un quartier culturel de Malévo qui est dans une psychiatrie. Et comme vous allez le deviner, mes propos ont aussi un lien avec la psychiatrie. En fait, c'était l'endroit idéal pour quelque part rafraîchir ses mémoires et puis travailler là-dessus avec Douna en live. Donc, on s'est retrouvés dans cette résidence pendant quelques semaines. Et on a travaillé aussi avec des résidents sur place parce que le quartier culturel, au fait, il nous propose un lieu pour travailler, mais en échange de faire des activités, pour moi, du coup, musicales et théâtrales, avec les résidents. Et le fait de se baigner dans ce bain-là, ça nous a permis de revoir le texte qu'elle nous a écrit et de quasi le finaliser, au fait. J'ai déjà commencé à travailler aussi sur ce texte pour y imaginer des musiques. J'ai choisi de commencer à travailler avec un looper. En tant que justement, je suis un peu seule là comme ça, et puis j'ai ma flûte, j'ai ma voix, j'ai mon théâtre, mon texte. En plus, je le superpose tout sur plusieurs couches sonores qui sont enregistrées par ce looper. Donc c'est un engin en fait qui enregistre des boucles et voilà, qu'on entend après en boucle, et ça se construit. Et puis ça va finalement assez bien aussi avec le thème de la folie, et peut-être aussi avec le thème de vouloir prendre trop sur soi, comme parfois j'ai tendance à faire, avec ce côté hybride, mais de jouer avec ça, en fait, avec cet univers-là. D'accord. La place de la folie, pour toi, c'est également important? Oui, c'est quelque chose que j'essaie toujours de comprendre. C'est lié justement à mon histoire, à ma proximité, et j'ai connu des personnes qui étaient en souffrance par rapport à ça, et puis comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, comment est-ce qu'on comprend tout ça, ou est-ce que c'est tout simplement incompréhensible, comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là peut-être, comment est-ce qu'on peut s'aider soi-même face à ça, parce qu'on n'a pas envie que ses proches souffrent. Voilà, tous ces questionnements-là m'intéressent évidemment. Oui. Et j'ai tenté d'y répondre justement à Malévo avec Douna, mais évidemment plutôt de façon artistique, de façon scientifique. Oui, mais voilà, mais cette transcendance par l'art, est-ce là également une forme de catharsis? Est-ce qu'il faut à un moment donné lâcher prise, lâcher les choses, les livrer crues d'une certaine manière? Et pour ce faire, eh bien, peut-être que la forme artistique, et notamment celle qui te concerne, d'allier le récit à la musique, peut-être que c'est là également une nouvelle manière de former un récit.
Oui, bah tout à fait, je pense. Bah oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le font comme ça aussi. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais c'est clair que dans le thème de la folie, c'est sûr que il y a ça. Et il y a un catharsis, c'est évident. Justement, le conte raconte ça aussi quelque part. Que cette narratrice, au fait, elle, grâce à la musique, elle arrive à transcender la folie, mais transcender et en même temps intégrer que peut-être elle est aussi un tout petit peu comme ça borderline et puis que c'est peut-être pas grave quelque part. Après, évidemment, c'est le borderline, peut-être une petite souffrance et c'est encore comment dire. Ben, voilà, je veux pas nier le fait que évidemment les psychoses etc c'est terrible. Mais parfois ça peut peut-être nous amener dans un endroit où il y a une sorte de liberté, il y a une sorte de largeur, de lâcher prise, de faire ce qu'on a envie de faire sans le regard des autres, etc. Donc voilà, d'aller chercher cet endroit-là qui est peut-être le pendant positif de la folie. Oui. Absolument, le pendant positif. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça dit également des choses de nous. Notre condition d'humain, eh bien, elle est là également. Par ailleurs, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, le fait que l'on soit confronté à cette crise sanitaire a mis en avant quelques comportements excessifs, voire irrationnels par moments, qui pourraient avoir trait à la folie d'une certaine manière. Quand on a vu, eh bien évidemment, partir tout le monde avec des quantités de papier toilette astronomiques, enfin voilà, des moments comme ça, un petit peu de doute comme ça de chacune et de chacun, qui peut-être ont confiné à des petits moments de folie. Oui, bah c'est clair. Oui, je trouve que cette crise, effectivement, on a l'impression que ça met en exergue des angoisses que les gens peuvent avoir, oui, la personnalité des gens peut-être aussi parfois. Oui, ça met comme en lumière certaines choses. Oui, tout à fait. Ouais, quand on est mis aux cordes comme ça, eh bien des fois on se révèle d'une certaine manière. Alors, la question suivante, elle, est celle-ci. As-tu déjà pu montrer ce spectacle-là ou sous une autre forme, proche, disons, voisine? Et si c'est le cas, y a-t-il eu des retours et quels ont-ils été ces retours? Tu veux dire dans le public? Absolument. Oui. Oula, ça fait déjà un moment maintenant parce que c'était en septembre 2018 et c'est vrai que là donc effectivement j'ai fait une première forme après avoir travaillé avec Douna. On a fait une première version moi seule sur scène en fait au RACO, ça s'appelle, c'est le théâtre qui est vraiment au sein du quartier culturel à Malévo. Et c'était encore voilà, c'est le début de ce projet. Qu'est-ce que j'ai eu comme retour? En fait, les gens trouvaient ça très touchant et très poétique. Ils ont adoré le texte, par exemple. Après, ils trouvaient ça peut-être un peu dur, parfois, par moments, un peu triste. Et moi, maintenant, en fait, dans cette deuxième étape, j'ai envie d'ajouter justement ce que je viens de parler, le pendant positif. J'aurais envie de mettre plus ça en lumière, et c'est là où j'ai demandé donc au metteur en scène Joanne Montpart d'amener de la joie au fait dans ce récit parce qu'il y en a aussi, mais c'est aussi dans la façon dont on va mettre en scène l'objet que ça va se faire. Et d'ailleurs là j'ai invité l'acteur Arnaud Matet, un comédien qui va être avec moi sur scène et qui va aussi m'aider à être dans la joie au fait. Lui il va être habillé en ours. Et cet ours, il va me faire prendre conscience que finalement, je suis peut-être aussi un peu ours et que c'est au fait génial d'être ours. Et on va jouer là-dessus. Très bien. On n'en dévoilera pas plus pour que les personnes, puisque le spectacle va être joué et qu'il le sera dans pas longtemps. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien. Déjà, je vous remercie beaucoup, Elisabeth et Annie, d'avoir pris ce temps pour parler de ceci. Les spectacles que l'on ne verra pas, mais en l'occurrence que l'on va voir tout de même. Elisabeth, y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre? Non, je pense que j'ai pu m'exprimer pleinement. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. Merci à toi de nous avoir livré, de t'être mise à nu
concernant ce spectacle. En tout cas, ça donne vraiment envie d'aller le voir parce que on le sent, c'est des sujets fondamentaux, extrêmement essentiels, et tu arrives à les traiter de manière avec poésie, comme tu l'as dit, en les mettant en musique en plus, avec un angle tout à fait singulier. Et c'est ça qui est beau dans l'art, c'est de pouvoir s'emparer d'une réalité qui peut être évidemment également dure, tu l'as dit, et de pouvoir la mettre en lumière de manière à ce qu'elle soit audible et même avec du plaisir à l'entendre. Tu l'as d'ailleurs dit, les retours des personnes sont ceux-là, puisqu'ils ont compris en même temps la dureté du sujet et la légèreté d'une certaine manière, la poésie, en tout cas du traitement qui en est fait. Donc il me semble que le défi est remporté. Oui, absolument, et ce sera seulement mieux encore en septembre. Dis-moi, pour en finir là, avant qu'on ne rappelle effectivement les dates très précisément, j'ai une question un petit peu personnelle. Toi-même, t'es-tu aidé d'autres références? Alors, j'ai bien compris que c'était une expérience personnelle, qu'il y avait une part autobiographique dans l'affaire, mais as-tu toi-même lu ou eu vent de personnalités, de figures comme ça, de personnes dont on a dit qu'elles étaient par ailleurs folles? Je te demande ça parce que j'ai en tête deux personnes, alors notamment un livre qui s'appelle Le Pavillon des enfants fous de Valérie Valère, qui est une histoire vraie d'une jeune autrice vraiment géniale, qui est décédée très tôt, qui s'est suicidée et qui a vraiment eu un parcours vraiment quasiment constamment dans des asiles psychiatriques, de manière vraiment carcérale. Il y a l'exemple de Camille Claudel, qui est entrée dans l'histoire, comme une personne qui a été elle aussi beaucoup touchée par qu'on a beaucoup identifié, qu'on a peut-être voulu isoler de cette manière-là. Et voilà. Alors je me demandais si toi-même tu avais dans ta vie parcouru des livres, des films, ou voilà, si tu avais des choses que tu voulais nous livrer pour que l'on s'intéresse également à ce sujet-là. Alors, question littérature, non, c'est marrant parce qu'on m'a déjà posé cette question-là et je dois avouer que non, je me base que sur mes histoires et puis des entretiens avec des personnes qui sont vraiment calées sur le sujet. Par exemple, à Malévous, j'ai rencontré le psychiatre en chef qui avait des récits incroyables sur la psychiatrie et comme finalement elle est toujours en lien avec le contexte et que des personnes folles ou considérées comme folles à l'époque ne le seraient plus aujourd'hui, comme justement la position de la femme, etc. Je veux dire, c'est un sujet qui m'habite, mais c'est vrai que non, je suis pas forcément allée chercher dans la littérature, je suis désolée. Non, faut pas. Non, mais c'est vrai, comme tu le dis, c'est un sujet assez, complexe, pour le moins, parce qu'on voit bien que là, il y a aussi eu d'autres choses qui se sont jouées là derrière. Oui. En attribuant, l'histoire ça touche moi je pense que ça touche un peu à tout le monde, si on le veut ou si on le veut pas. Et donc ça met justement en question nos sociétés, pourquoi certaines personnes sont marginalisées et d'autres pas, etc. Donc oui, c'est un sujet, je trouve, énorme. Et ce psychiatre en chef, c'est assez génial de parler avec lui parce que, il avouait une certaine vulnérabilité ou une sorte de mystère, au fait, qui reste quand même toujours présent dans cette science qui est pas du tout arrêtée dans sa recherche. Je veux dire, c'est vraiment encore, il y a encore plein de choses à trouver là-dedans, en fait. Ouais. C'est évident. www.elisabethdemerode.com, c'est le site internet. Le spectacle, il aura lieu, on l'a dit, du 15 au 20 septembre, tout proche, à la salle du Môle, qui est la salle c'est la programmation de la Traverse en exil à la salle du Môle, un exil proche, puisque les salles sont pas contiguës, mais elles sont à 2 rues de différence, à peu près à 5 minutes l'une de l'autre. Tu confirmes, Annie? Oui, on peut dire à 112 mètres 40. Non, j'ai compté. Ah bah c'est très bien. J'ai mesuré. Écoute, alors c'est vraiment très très près. C'est vraiment très très proche. Il suffit de remonter la rue du Môle en direction de la rue de Lausanne et sur la gauche, vous allez trouver, peut-être il y a une petite référence à la Belgique, je sais pas pourquoi. Il y a cette fontaine avec cet enfant qui tient dans les bras une oie, qui essaie de se débattre et qui parle le bec. Et là, vous êtes arrivé à la salle du Môle. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est une sorte de... Ça me fait penser au Mannequin Peace? Non.
Oui, c'est ça. Oui, il y a, c'est ça, il y a- ouais. il y a une petite fontaine. Oui, il y c'est a une vrai, petite c'est vrai. référence à la Belgique. C'était peut-être prémédité, je sais pas. Ça a été peut-être fait en l'honneur de ton arrivée, Elisabeth. Merci, Il y a Elie. inconsciemment, il y avait peut-être un grain de folie. Mhm. On ira voir traversé qui est la sculptrice. les architectes. Sculpteur. Le mannequin les piste qui se urbanistes. réinvente un peu. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a. C'est marrant, C'est ça. Bon voilà, en tout cas, on vous retrouve parce que probablement que Annie, tu seras dans les parages de la salle du Môle au moment du spectacle. On vous retrouve donc Bien du sûr, 15 au 20 septembre. Les heures, alors le site internet c'est www.mqpaki.ch, il y aura évidemment toutes les informations. Voudriez-vous encore nous dire les heures et les prix comme ça un petit peu à la louche pour que les gens puissent d'ores et déjà se faire une idée? Si vous les connaissez déjà, les horaires. On avait dit, On voudrait bien. 19h30 mardi, jeudi, vendredi et 15h mercredi, samedi, dimanche. On le sait, toutes les infos, quoi qu'il en soit, seront sur le site internet, donc tout est facilement trouvable. Alors, si vous êtes d'accord, eh bien, on s'arrêterait là pour aujourd'hui. Et ouais, ça vous va comme ça? Oui, absolument. Bon, alors merci beaucoup, Merci. Amy, merci beaucoup, Elisabeth de Mérode, et puis Merci beaucoup à vous. et puis Merci, à bientôt. merci beaucoup, William. Et puis à bientôt. Ici c'est Radio Paki.